L'histoire que j'aimerais vous raconter est celle d'une grande migration sur plusieurs générations qui commence en 1644 en Normandie près de Dieppe, en France, qui se déplace vers Québec, Montréal, la Petite-Nation, Sudbury, Toronto, Ottawa, puis se retrouve en 2024 à Los Angeles. Jean Dumais père et ses trois fils, Jean, André et Étienne, arrivent en Nouvelle-France en 1644 et s'installent à Québec, Cap-Rouge et Montréal. Le fils d'André III, Michel, né en 1726, continue la lignée à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, soit Pierrefonds et Ville-Sainte-Geneviève. Mon récit commence avec le départ de Pierre pour la Petite-Nation et les lieux où ils ont habité. Facette, Montebello, Papineauville, l'Ange-Gardien, Notre-Dame-du-Lot et Lochaber-Ouest, près de Tursault. Tout commence entre 1805 et 1809, quand Pierre, fils de Michel, est choisi parmi les 20 premiers colons et bûcherons recrutés par le député Joseph Papineau pour venir lui aider à défricher les terres à Montebello. Papineau leur avait octroyé des terres le long de la rive de la rivière des Outaouais. Nous avons trouvé 2 traces de Pierre entre son arrivée et sa mort à Rigaud en 1836. En juin 1819, il est l'un des 20 signataires de la lettre adressée à l'évêque de Montréal pour la construction d'une chapelle pour les catholiques de la seigneurie. En 1829, un marché était en cours pour la terre des Demers et la terre de Mers avait été hypothéquée à Dumouchel. Au recensement de 1835, il n'y a plus de traces de lui à Montebello. La terre des Demers était sur la côte de fond est, les lots 16 et 17, qui allaient du bord de la rivière jusqu'au pied des Prés-Laurentides, et elles sont traversées par l'autoroute Guy-Lafleur à Facette. Le peu qu'on sait des transactions de Pierre et de son fils Vital I au sujet de ces terres entre 1819 et 1845 sont détaillés dans mes capsules historiques. Voici l'allure de cet endroit aujourd'hui, au 88 rue principale à Facette, au bord de l'eau. Au 88 rue principale, près du Grand Saule, il y avait cette maison, vendue le 26 février 1924 à la veuve d'un certain Norbert Demers. Le prochain endroit où on retrouve des traces de Vital père et de sa famille, c'est le lot 25 à l'Ange-Gardien. Vital père a vendu une partie du lot 25 à son fils Vital II en 1859 et le recensement de 1861 de Buckingham, incluant l'Ange-Gardien, indique Vital, un fermier de 55 ans, son épouse Victoire Demers, des employés ou servants et leurs enfants. En 1862, Vital père et fils font partie des catholiques cotisés de la paroisse de l'Ange-Gardien. En 1876, Vital fils vend au commissaire du chemin de fer de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental un terrain requis pour la construction du chemin de fer. Par le recensement de Ripon de 1871, on sait que Vital père, 67 ans, et Victoire Thomas, 76 ans, y sont, et Vital y décède le 14 novembre 1893. Les 2 suivants dans la lignée sont mon arrière-grand-père Damas Demers, fils de Vital II, né en 1862 à l'Ange-Gardien, et mon grand-père Damas Demers, né le 1er avril 1890 à Angers et baptisé à l'Ange-Gardien. Pour des raisons encore inconnues, Vital, Damas père et fils sont partis plus au nord pour Notre-Dame-du-Lot, où ils occupaient plusieurs terres sur le côté ouest très pittoresque de la rivière le Lièvre. Mon grand-père Damas faisait la drave sur la rivière et mon père, comme fils aîné, devait affronter le danger en la traversant en bateau pour aller avec ses frères à l'école du village, car le pont n'y était pas encore. Aujourd'hui, de beaux chalets occupent ces terres
et quand l'eau est basse en automne, on peut deviner les pierres des anciennes fondations. Premiers à s'engager dans le service public, les 2 Damas Demers ont été maires et conseillers de ce village. En 1929, ces Demers ont été victimes d'expropriation pour la construction du barrage des Cèdres. Ils ont choisi de déménager à Lochaber West, près de Tursault. Cette terre sur le 5e rang est à l'ouest de Montebello, entre la petite école bilingue et la salle de danse Silver Creek, puis la petite église protestante qu'il ne fallait pas regarder. C'est sur cette ferme que j'ai connu mes premiers ancêtres Demers vivants, dont Rachel est la seule encore avec nous, et où j'ai appris ce qu'était la vie agricole et le Québec rural des années 50 et 60. Damas avait une grande famille de 9 enfants. Ma mère, Jeanne, revient visiter la ferme de Tursault en 2007 et évoque des souvenirs. Il y avait la petite chette verte. Oui. Elle, je l'ai enlevée, moi, ça fait peut-être 3 ans. Puis ça, je sais pas ce que vous aviez dedans avant. Je sais pas si c'était pour, Pour les cochons? Parce qu'il y a encore une porte en arrière. C'est pour les cochons. Moi, ça, je mets mon bois de poêle. Oui, oui. Mais il y avait 2 familles dans ça. Oui, il y avait Noël Boileau. Il y avait Noël Boileau. C'est une allonge que Noël a faite, ça. Mon meilleur souvenir de Jeanne, moi, c'est quand ils se sont épousés avec mon frère. Puis, il y a eu la veillée chez nous, sur la ferme. Donc, là, on fait de la plateforme en avant de la maison, en chemin. J'avais 6 ans là-bas. Pour ça, j'étais trop jeune pour danser. Dans les années 30, la Grande Dépression et les grandes familles posaient un défi économique de taille. Pepper avait convaincu mon père d'acheter la terre voisine et espérait que, une fois mariés, il s'installerait près d'eux. La vie au début des années 40 n'était pas facile dans ces régions rurales du Québec. Mon père Lionel travaillait à l'été 1940 pour $1 par jour, plus du lait et des œufs, sur la ferme voisine de Vincent Maloney, où il logeait avec maman, qui, elle, aidait avec leurs 8 enfants et les tâches ménagères. Au mois de septembre, il n'y avait plus d'ouvrage pour lui sur la ferme et il devait quitter pour le chantier plus au nord pour ne revenir qu'au mois de mars. La Grande Dépression avait laissé des traces et au début des années 40, la guerre recommençait. Pour fuir la pauvreté, mon père et ses frères ont quitté le Québec en espérant une meilleure vie grâce au travail dans les mines de Sudbury et les usines de voitures à Windsor. Nous étions les premiers enfants à naître hors Québec, mais nous adorions visiter nos cousins et cousines à Angers et Tursault. Mon père a dû bosser dur dans les mines et cumuler 2 ou 3 autres emplois à l'occasion, mais il a vraiment réussi à améliorer son sort et celui de ses enfants. Il fallait choisir de conserver notre langue, et certains Demers descendants d'André ont joué des rôles importants au-delà de leur propre famille dans ces luttes linguistiques. Papa n'a jamais fréquenté l'école secondaire, mais il a démontré beaucoup de courage pour survivre à travers les défis de la vie minière, pour augmenter ses revenus en travaillant à l'extérieur de la mine et, enfin, pour s'engager politiquement dans sa communauté. Il a réussi à décrocher un poste aux premiers soins et j'ai toujours cru qu'il aurait pu devenir médecin s'il avait eu les moyens de se payer des études. Le docteur Léo a reçu ce trophée casque de mineur pour avoir gagné le championnat contre les autres mines. J'appréciais tout son appui et je respectais la sagesse qu'il avait accumulée sur le tas. Alors, lors de ma graduation du baccalauréat, je lui ai décerné son diplôme honorifique. Son commerce de porte-à-porte Familex l'a mis en contact étroit avec la population et son engagement dans le comité de construction de la nouvelle Église francophone l'a initié aux enjeux de la communauté franco-ontarienne. Il est passé au porte-à-porte politique. Pendant 20 ans, il a fait de la politique municipale et provinciale, comme échevin en 1958 pour le district de Nealon et Garson, comme président de l'élection provinciale pour le comté de Sudbury-Est, comme conseiller général pour Garson et la municipalité de Sudbury,
et sur le comité de la santé. Il est inhumé à Tursault avec ses parents et grands-parents, mais Sudbury lui doit beaucoup, et je sais qu'il a aidé et touché des milliers de personnes, souvent parmi les plus démunis. Voici un extrait de l'eulogie de Gaston Demers, un autre des descendants d'André venu en Ontario. Québécois de naissance, Lionel Demers a su vaincre les dangers d'assimilation dans un nouveau pays qui l'aura tôt fait de captiver par sa bonne humeur, son dévouement et son intégrité. C'est avec fierté ce matin que ses concitoyens franco-ontariens peuvent affirmer à ses frères et sœurs du Québec que celui qui quittait son sol natal il y a près d'un demi-siècle n'a pas laissé tomber ses convictions culturelles et linguistiques. Il les a transmis à ses enfants et petits-enfants. Le prochain chaînon, c'est moi, Maurice, deuxième de 5 enfants. Fils de mineur, j'ai été le seul à faire toutes mes études en français, du primaire jusqu'au baccalauréat canadien en Ontario, puis en philosophie à Louvain en Belgique. Ensuite, j'ai consacré plus de 34 années à œuvrer dans le domaine des langues officielles, de la gouvernance et de l'administration publique au Canada. Ma carrière est racontée dans mes capsules historiques, mais notons rapidement les postes suivants. Au gouvernement de l'Ontario, au bureau du premier ministre Davis, du coordonnateur du bilinguisme, comme co-secrétaire de la Commission permanente Ontario-Québec et comme conseiller du ministre des Affaires francophones de l'Ontario. À l'Institut d'administration publique du Canada à Toronto, comme directeur général adjoint, au Forum des citoyens sur l'avenir du Canada, coordonnateur pour l'Ontario, à l'École de la fonction publique du Canada, à Ottawa, directeur général de la recherche, puis comme coordonnateur du réseau international sur la gouvernance et membre du CA de l'Association internationale des écoles et instituts d'administration, au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme directeur des relations internationales. Enfin, comme bénévole dans le domaine culturel francophone, président du Théâtre français de Toronto et ensuite du Théâtre Catapulte à Ottawa. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres lignées que la mienne. D'autres descendants d'André, de Thomas, frère de Vital, sont aussi partis vers le Nord-Ontario à Verner. Cette lignée a aussi contribué au destin des Franco-Ontariens. Gaston, comme le plus jeune député provincial de l'histoire à l'époque et ayant prononcé le premier discours tout en français à l'Assemblée législative, son cousin Jean-Marc, notre membre du Temple de la Renommée de 2023, qui a connu une illustre carrière comme haut fonctionnaire, et Léopold, qui a été traducteur au fédéral et à l'international. Léopold a aussi publié une merveilleuse histoire illustrée de sa lignée. Ensuite, il y a les Demers d'Angers, d'autres Demers descendants d'André installés à l'Ange Gardien. Il semble que Janvier Demers, un frère de Vital Demers fils, a laissé la terre à son fils Octave, qui lui l'a légué à son épouse, qui l'a légué à sa fille Annette, qui en 1960 l'a vendu à son frère Eugène, qui en 1973 l'a vendu à son fils Denis Demers. Denis y a habité et y a élevé des bovins pur sang de race charolais pendant plusieurs années. Selon la tradition orale, on raconte que Janvier Demers et son voisin Louis Mongeon allaient au bout de la terre de ce dernier jaser avec Louis Riel. En conclusion, André serait très fier de tous ses descendants, de leur réussite au Québec et dans le reste du pays, puis de leur contribution à la survie du français. Lui et ses frères seraient émerveillés qu'un de leurs descendants se soit retrouvé en Ontario au bureau du premier ministre, comme adjoint du ministre des Affaires francophones ou encore comme le député du premier discours tout en français. Voilà pourquoi je suis si fier que nous soyons ensemble lors des 350 ans de la Seigneurie de la Petite Nation à célébrer la nombreuse descendance de Jean, père, et de son fils André, et les 380 ans depuis notre arrivée en Nouvelle-France.